Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Gabi. Et Olius. Alors, du coup, celle-là, c'est la spéciale Nouvel An. Oui, c'est bonne année, bonne santé. Voilà, bienvenue en 2025. Tous nos vœux de réussite, bonne année 2025, que tout se passe bien pour vous. Voilà, puisque celle de Noël, c'était celle sur Game of Thrones. Voilà. Voilà. Donc, j'avais promis à Olus une émission sur Game of Thrones. C'est chose faite. Donc, en Exactement. retour, L'émission sur Tolkien ou enfin, ce que tu veux, la manière dont tu voilà, préfères. sur J.R.R. Tolkien. Exactement. Voilà, ah là là, J.R.R. Tolkien. Toute mon enfance. Alors justement, si c'est toute ton enfance, quel a été ton premier contact avec Tolkien? Alors, ce cher bon vieux John Ronald Reuter Tolkien, alors, Tu vas peut-être pas nous faire le truc en entier à chaque fois, ça va être un poil long. comment ça a commencé? J'étais gamin, j'étais à l'école primaire et j'entendais beaucoup parler du Seigneur des Anneaux dans la cour de l'école. D'accord. Et donc, les films de Peter Jackson venaient de cartonner en salle, puisqu'ils étaient sortis entre 2001 et 2003, puis comme ma scolarité, c'est quelques années après. Oui. Ma scolarité en primaire, c'est quelques années après. Et donc, je demande à mon père, mais c'est quoi le Seigneur des Anneaux? C'est quoi le Seigneur des Anneaux? Et là, il me dit, oh, les films, t'es un peu petit. Alors, du coup, mon premier contact avec le Seigneur des Anneaux, j'ai 8 ans et demi, et c'est le dessin animé de Ralph Bakshi de 1978. Pitié. Alors, j'avoue que c'était assez satisfaisant quand j'étais gamin, mais aujourd'hui, franchement, j'ai mal aux yeux et mal aux oreilles. Tu m'étonnes. À ton avis, pourquoi très peu de gens le connaissent et ceux qui l'ont connu préfèrent l'oublier? Ah, ça, tu parles. Bon, à part quelques petits moments musicaux sympas, ouais, effectivement, il n'y a vraiment pas grand-chose à en retenir. Ça fait vraiment, comme dirait Benzaï, mauvais spectacle de fin d'année scolaire. Oui. Des genres de spectacle en ombre chinoise avec un bras Oui, et puis. oui, je vois très bien. Tu sais, on a tous vécu ce spectacle de fin d'année pourri. Tu sais pas pourquoi t'es là, métier? Voilà. Puis les parents doivent essayer de trouver où est l'enfant, machin. Oui, et puis surtout, ils doivent applaudir de gré ou de force. Oui, parce que l'instit, elle a sorti le fusil puis qu'elle a dit « On applaudit !» Voilà. Non, mais voilà. Moi, ça a été ce dessin animé-là, car en plus, alors, c'est un dessin animé qui avait été en partie, alors qui avait été tourné en studio en vrai film, refait en dessin animé par rotoscopie. Enfin, quelle horreur horriblissime. Et donc, peu de temps après, en me promenant sur YouTube, je tombe sur la version courte du film La Communauté de l'Anneau. Ah, ça a déjà plus de gueule! Oui, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Alors, entre le dessin animé et la découverte des films, il y a quand même ma familiarisation avec les livres. Oui. Voilà. D'accord. Ben, Un peu là. vas-y, parle-nous un petit peu de cette familiarisation avec les livres. Voilà. Alors, les livres, je les ai cherchés dans la maison pendant des semaines et des semaines, je ne les trouvais pas. Donc, ma mère m'a emmené chez Emmaüs. Allô, allô, Luce? Oui, T'es oui, là? je suis toujours là, c'est la connexion. Ah, Ça aussi, d'accord. ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça Eh se chante. oh! Danser, ça revient comme une chanson populaire. Eh Alors, oh! du coup, tu les as cherchés dans ta barbe. Donc, on les a pas trouvés. Du coup, ma mère m'emmène chez Emmaüs, pour ceux Oui. qui connaissent Emmaüs. Voilà. Et je tombe sur les 3 livres. Ah, bah, formidable. Séparés, évidemment. Je vous cache pas que pour un gamin de 9 ans, lire les livres du Seigneur des Anneaux, c'est assez indigeste. Non, tu crois, c'est pas comme si ça faisait le poids d'une brique. Enfin, d'un parpaing. Non, c'est le texte qui est chiant. Ah oui, c'est vrai, c'est encore l'époque des gros livres. Alors, il y a le Attends. côté gros livre. Ouais. Alors là, il est allé chercher ses bouquins. Exactement. Il y a le côté gros livre, mais bon, il faut lire le texte quand même. Oui.
Mais en vrai, ça passe. Enfin, de ce que j'en ai, les quelques Alors, bribes de m'en souvenir, ça va. quand t'es gamin, que tu lis ça, c'est plein de détails, tu te dis c'est quand l'action, c'est quand la magie, c'est quand qui poutre les orques. Voilà. Petite Et donc, impatience. finalement, peu de temps après, je regarde les films, les 3 films. Allez, enfin. Les 3 films en version longue. Oula. Ah, ça a été le kiff. Oh, ça a été le kiff. Ah bah là, t'as découvert ce que c'était véritablement que le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai recommencé à lire les livres vers mes 11 ans, où là, effectivement, c'est allé tout seul. Oui, bah, là, Voilà. logiquement, ça devait rouler. Alors, Voilà. on va rester, pour commencer, on va rester un petit peu sur le côté cinéma. Pour toi, quel est ton film préféré euh, sur le Seigneur des Anneaux ou voilà. Oh, le choix le plus sadique du monde. Je dois avouer que c'est très compliqué d'avoir une préférence pour un des 3 films. C'est pour ça que je parle de la trilogie quand je dis que je kiffe, parce que j'arrive pas à avoir mon film préféré. Ah bah oui, mais bon, on n'est pas là pour être gentil, on est là pour avoir du sang. Que veulent les auditeurs, ils veulent du sang. Oui, alors honnêtement, allez, on va dire vraiment ma petite préférence, si je veux avoir une préférence, c'est pour les 2 tours. D'accord. Ok. Voilà, c'est pour les 2 tours, non pas pour leur rediffusion ironique tous les 11 septembre. C'est Je bien ça. déconne pas, France Télévisions rediffuse la trilogie du Seigneur des Anneaux entre la fin des vacances d'été et le début de l'année scolaire, et la diffusion des 2 tours, elle tombe le 11 septembre. Oui, non, mais je sais. Je m'en souviens d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai regardé cette année le 11 septembre. C'était pas un clin d'œil fait au 11 septembre de ma part, non, c'était juste parce que j'avais complètement zappé. Et voilà, pour nos auditeurs, voilà à quoi ressemble aujourd'hui ma collection du Seigneur des Anneaux, parce que je me suis débarrassé des 3 livres que j'ai achetés chez Emmaüs, et à la place, j'ai pris ça. Voilà. Et c'est ça qui balance à la figure de sa rédac. Voilà. Donc ça, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire du pilates, vous pouvez bien évidemment lire, vous Hein. pouvez à peu près tout faire, voilà. Voilà. Alors, ouais, c'est les 2 tours, mon préféré des films du Seigneur des Anneaux. D'accord, c'est les deux films. Et alors, pour toi, quel est le personnage qui est le mieux développé dans les films? Dans les films. En termes de développement, alors évidemment, pour moi, celui qui a le meilleur développement, c'est Aragorn. Mhm. C'est Aragorn, alors bien qu'il ne soit pas le personnage central de ce récit, c'est vraiment lui qui a l'arc comment dire, qui a vraiment l'arc le plus complexe. Oui, Bon, c'est le plus complexe pour un récit d'heroic fantasy, donc c'est le récit du héros classique, à oui. savoir qu'il a un petit côté roi Arthur, Aragorn, c'est-à-dire que c'est un vagabond Mhm. qui est destiné à reprendre. Alors, à la différence d'Arthur, c'est qu'il sait d'entrée de jeu qu'il est d'ascendance royale, Aragorn. Il sait Oui, qu'il a un trône à reprendre, il veut pas le reprendre, mais à la fin des fins, il le reprend par devoir. Et tu vois, d'accord. voilà, avec évidemment l'épée légendaire pour péter la gueule de tout ce qui bouge. Et tout ça. C'est drôle, ça me rappelle quelque chose. Ouais, le roi Arthur. Voilà. Voilà, moi, ceci près qu'il joue pas de la trompette en disant à ses soldats sortez-vous les doigts de cul. On va dire qu'il a un petit peu plus de chance de ce côté-là. Il est mieux loti. Voilà, c'est Aragorn qui a pour moi le meilleur développement, mais mon personnage préféré, et beaucoup le savent ici depuis le temps, c'est Gandalf. Voilà, c'est Gandalf. Je voulais faire une devinette pour les auditeurs, mais c'est pas grave, ça fera toujours ça un petit peu, ça fera du one time en moins, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux qu'on teste tes réflexes? Non, non, ça va, merci. Je me suis déjà pris 4 fois dans la gueule, ça va. Voilà, hein, tu t'es déjà pris les mémoires du général de Gaulle dans la tronche, alors s'il te plaît. Hein. Oui, ça va. Pauvre aimez-moi, t'avais rien fait. Voici. C'était pas une raison. Tu pouvais choisir autre chose. Un autre bouquin. Euh, alors,
Donc, le personnage le mieux développé, c'est Aragorn, et ton personnage préféré, c'est bien évidemment Gandalf. Alors, au-delà de tout cela, qui pour toi a la meilleure performance d'acting? Dans Le Seigneur des Anneaux, Oui. on est vraiment sur le Seigneur des Anneaux, hein, on n'est pas sur le Je t'ai Hobbit. pas encore sorti le Hobbit. Je t'ai pas encore sorti le Hobbit. On va en parler, mais c'est pas D'accord. encore. Alors, en termes d'acting, le meilleur, c'est Andy Serkis. D'accord. C'est Andy Serkis, à savoir Gollum. Oui, oui, bah faut dire qu'il s'est donné à fond, hein. Ouh la Il s'est vache. vraiment, il s'est donné à fond. Et je vais te dire, plus tu avances dans la saga, plus il est psychopathe et plus il est vraiment Timbré. flippant. Et je trouve vraiment que le personnage de Gollum me glace le sang. C'est-à-dire, il me glace le sang, surtout dans l'introduction du Retour du Roi. Est-ce que vous vous rappelez la scène d'introduction du Retour du Roi? Alors, c'est là normalement que vous dites non dans les commentaires. Non, voilà. Donc, l'introduction du Retour du Roi, c'est le mythe de Gollum. C'est donc le jeune Sméagol et son cousin Déagol qui sont à la pêche, et Déagol tombe par hasard sur l'anneau unique, et là, Sméagol bute son cousin et devient Gollum. Hein, parce qu'il prend l'anneau et il dit Je peux juste oui, revenir sur un truc. On parle bien de l'anneau unique qui a été juste cherché par je sais pas combien de personnes pendant je sais pas combien d'années. oui, oui. Eux et deux débiles le retrouvent en plein milieu d'une rivière alors qu'ils sont en train de pêcher une sorte de carpe bizarre. Oui, oui. Et on en reviendra plus en. Et quand on parlera de l'anneau à strictement parler, oui, je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça. Et tout a une logique, tout a une logique. Petit spoiler, il peut décider de où il va, à peu près. Ta gueule. Mais donc, du coup, pour toi, c'est Gollum, enfin l'acteur qui a joué Gollum, qui a fourni la meilleure prestation. Ouais, ouais. Faut dire que quand même, il a dû. Ça doit être pas facile, tu sais, ça doit être ces rôles un petit peu qui marquent. C'est un peu comme Heath Ledger avec le Joker, tu vois. Pour moi, il faut une Exactement. sorte d'introspection et ça n'a pas Oui, dû oui, être oui. évident. L'acteur a Ah pas bah. dû sortir indemne, à mon avis. Alors, si, parce qu'il arrive quand même à dissocier le. Parce que Heath Ledger, il a quand même une hygiène de vie. Il avait quand même une hygiène de vie qui prêtait pas spécialement à bien se remettre de ses rôles. Andy Serkis, il n'y a pas plus clean que lui en matière d'hygiène de vie. C'est juste qu'il a une tête de cinglé et qu'il a été spécialiste dans les rôles de gros cinglés. Je veux dire, s'il ne devait pas se remettre de tous ses rôles, il sera encore en psychiatrie pour s'être remis de sa prestation de Snoke dans la postlogie Star Wars. Euh, Oui, parce que l'acteur qui joue Gollum, c'est Snoke dans la postlogie Star Wars. Désolé. voilà, on notera un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il doit faire à chaque fois qu'il doit jouer un rôle dans une œuvre marquante du cinéma, il est chaud. Alors, il est surtout pas en visage réel. Oui, il est moche et chauve. Voilà. Ou en singe. Oui aussi. Ou en ours. Puisque c'est Oui, également Mowgli c'est oui c'est également bon. Baloo dans le Mowgli de Netflix. On va pas Bon, tous les faire parce que sinon on on va n'est faire un moment. Hein. on n'est pas là pour parler d'Andy Serkis. Voilà, donc revenons sur le Seigneur des Anneaux. Et donc du coup maintenant on va passer au Hobbit. Non, c'est Alors, torché, sinon, avec toi. Hein. bah, c'est parce qu'on va ensuite passer au livre. Et là-dessus, il y a Ah, quand même plus à dire. c'est ça qui t'intéresse, d'accord. Bah oui. Ok, j'ai Bah, compris. en même temps, le livre, c'est là où il y a le plus de différence entre le livre et c'est bon. Les films, c'est du beau film, mais bon, je préfère le bouquin. Alors, T'as jamais lu le bouquin du Seigneur des Anneaux, alors s'il te plaît. non, mais j'ai écouté des résumés sur YouTube. Tu sais, il y a des gens qui font des reviews sur le lore. Et il y en a beaucoup qui Oui, font je sais, mais tu gagnerais quand même à te faire ta propre expérience, mon cher ami. je le sais. Mais on n'est Bon, pas le Hobbit. le Hobbit. Alors, on va commencer par un petit débat un petit peu particulier. Tu préfères le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit? Le Seigneur des Anneaux. Ah, en fait, il n'y a que moi qui imagine que c'est un débat, en fait. J'ai l'impression. Non, Euh, mais en fait, Olus, je comprends que tu préfères le Hobbit parce que le récit. Bon, alors, déjà, comme je sais que tu n'aimes pas trop te taper des versions longues de films et que le Hobbit, tu as dû découvrir la version cinéma
as découvert un film avec un rythme plus dynamique et plus. Voilà. D'une part, je peux comprendre. Tu n'es pas un Tolkien deal, donc je peux d'autant plus comprendre que tu préfères le Hobbit. Oui. Voilà. Mais honnêtement, le Hobbit est une bonne trilogie. Et puis, attention, dans le Hobbit, on a un dragon. Et en plus, on a un putain de dragon, sa mère. Oh là là. Il faut pas l'oublier. Enfin, un dragon Voilà. a.k.a. Doctor Strange. Ouais. En plus, on a vraiment un dragon qui en plus te bouffe les 3 dragons de Game of Thrones et te les chie en petites crottes de lapin. Ouais. Parce Ah, que la simple raison, c'est que lui, il est capable d'aligner une phrase. Déjà, c'est pas mal. voilà, c'est qu'on n'est pas obligé de se taper du draconique. Voilà. Voilà. Et puis, voilà. Alors, le Hobbit est une très bonne trilogie, il faut le reconnaître. Je le dis, j'aime beaucoup la trilogie du Hobbit. Je préfère quand même la trilogie du Seigneur des Anneaux pour plusieurs raisons. Déjà parce que le Hobbit, c'est pas une histoire sur le Hobbit, c'est un préquel du Seigneur des Anneaux, c'est une prélogie du Seigneur des Anneaux. Et ils avaient déjà cette mauvaise habitude de faire des. Voilà. Et la mauvaise habitude des prélogies qui a été prise depuis George Lucas, franchement, il serait peut-être temps que ça passe. Oui, parce que ça commence. Alors, à part quand il s'agit de Game of Thrones. Sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, mais voilà. Peter Jackson, je reconnais un truc. C'est un fan de Tolkien comme il n'y en a pas deux. Et il est allé chercher, parce que Le Hobbit, c'est un roman de 300 pages, tu l'adaptes en, allez, 2 films, grand max, 2 films de 2 heures, ça passe largement. Ah, attends, tiens, je viens juste de penser à un petit placement de produit pour ta chaîne YouTube à toi, ton autopromo. Donc, t'es sûr que tu ne connais pas de plus grand fan de Tolkien? Clin d'œil, vidéo sur sa chaîne, Christopher Lee. Voilà. À part mais Christopher Lee, c'est encore autre chose, c'est un degré autre. Sachant que lui, il l'a rencontré. En plus, non mais Peter Jackson, dans sa génération, il n'y a pas plus. Mais Christopher Lee est mort en plus, donc en termes de fans de Tolkien vivants, il n'y a pas plus grand fan vivant de Tolkien que Peter Jackson. Et donc, il a pris les petites notes de fin d'histoire que Tolkien a fait, des petites notes de chronologie de la Terre du Milieu, et il les a foutues dans sa trilogie du Hobbit. Et donc, c'est pour ça qu'au lieu de raconter une histoire sur les aventures de Bilbon le Hobbit, qui honnêtement sont les aventures de Bilbon le Hobbit sur le premier film, un peu moins sur le deuxième, et un peu sur le troisième, tu as un préquel du Seigneur des Anneaux. Et tu as dans la trilogie du Hobbit des personnages qui, en tant que fan de Tolkien, je passe mon temps à me dire qu'est-ce que t'as fait là? C'est comme si tu faisais une série Star Wars qui se passe plus de 100 ans avant la menace fantôme et il y a Dark Plagueis qui apparaît. Oups, désolé, The Acolyte. Non, là, c'est plus qu'une glissade, là, c'est un dérapage, c'est un 360. Là, dérapage très contrôlé, je le reconnais. Et donc, oui, dans le bouquin du Hobbit, il n'y a pas Sauron, il n'y a pas les Nazgûl, il n'y a pas les orques, il n'y a pas Galadriel et il n'y a pas Saruman, il n'y a même pas Radagast le Brun. Puis-je au moins me faire l'avocat du diable? Oui. Fallait bien que les fans du Seigneur des Anneaux qui n'avaient pas lu les bouquins, ils s'y retrouvent. Effectivement, et c'était malgré tout, comme je dis, Peter Jackson a fait du bon fanservice. C'est du bon fanservice, c'est beaucoup de background, mais voilà, c'est une trilogie, c'est une bonne trilogie d'aventure sur la Terre du Milieu. Je trouve un petit peu maladroit d'avoir appelé ça le Hobbit. Vu comment c'est pas vraiment les aventures de Bilbon, il aurait dû appeler ça peut-être les Chroniques de la Terre du Milieu, un truc comme ça. Mais voilà, c'est peut-être la maladresse du titre qui fait que. Mais c'est une bonne trilogie. Et surtout, là où je préfère Le Seigneur des Anneaux, c'est que en termes de visuel, le Hobbit est magnifique, mais c'est pratiquement que d'images de synthèse, alors que Le Seigneur des Anneaux travaille énormément. Alors, il y a du studio, évidemment, mais il y a beaucoup de décors naturels, et c'est ça que j'aime bien. Ah ouais, tu vois, moi, je préfère visuellement le Hobbit. Visuellement, je préfère le Hobbit. Oui, mais toi, t'aimes le spectacle clinquant, t'aimes beaucoup le spectacle clinquant. Moi, j'aime le spectacle naturel, c'est-à-dire que quand la nature peut t'offrir un beau spectacle, t'as pas besoin d'en rajouter. Oui. Tu vois? C'est pas faux. Mais voilà, je vais pas faire partie de ceux qui disent le Hobbit c'est de la merde, J'ai mis mon âme de lecteur de Tolkien de côté quand je suis allé voir les films du Hobbit parce que je savais qu'en tant que lecteur de Tolkien, je m'attendais à ce que Peter Jackson fasse n'importe quoi, puis finalement, ça passe.
Ça va, ça passe. On va dire que c'est sympa, un bon petit moment quand même. Voilà. Donc, alors. Et petite dédie, je t'emmerde à tous ceux qui se sont mis à encenser les films de Peter Jackson alors qu'ils les ont jamais aimés sous prétexte que la première saison de Rings of Power est à chier. Alors, ça, c'est parce qu'il aime bien la deuxième. Ah, ça. Voilà, il est limite en train de me menacer pour regarder la deuxième. Alors que le problème, c'est que je suis obligé de regarder la première. De me taper la première si je veux me taper la deuxième. Mais on avait déjà discuté de la première saison, tu l'avais déjà regardé. Oui, mais j'ai regardé 3 épisodes. Et je m'en souviens même. Ah, le fumier. Ah, tu me mettais en comparaison House of the Dragon face à ça. Désolé, mais bon. On va dire qu'il est tombé dans une conjoncture un peu défavorable. Bon, allez, on continue. Donc, aussi, je voudrais un petit peu ton avis. On retrouve pas le même Gandalf dans le Hobbit que dans le Seigneur des Anneaux. Non, alors, là aussi, c'est un peu ce qui m'a fait peur avec le Hobbit, c'est que comme ils ont rappelé l'acteur qui jouait Gandalf pour le Hobbit, Ian McKellen avait quand même pris 10 ans dans la gueule entre la fin du Seigneur des Anneaux et le début du Hobbit, ça m'inquiétait un peu. Et ça se voit pas tellement au final. Ben, en même temps, comme il est à nouveau regrimé en Gandalf le gris, puis que bon, la partie visage a été rajeunie un peu artificiellement, et que comme le visage est quasiment recouvert par les cheveux, la barbe et le chapeau, à la limite, tout ça passe un peu tout seul. Oui. Mais notamment, alors je trouve à titre personnel que, tu vois, Gandalf, c'est un magicien. Dans le Hobbit, on voit bien que c'est un magicien. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est plus compliqué. Alors, dans le Seigneur des Anneaux, alors faut pas oublier qu'on est au début des années 2000 et que les effets spéciaux ont quand même quelques limites. Et que quand tu as claqué le budget effets spéciaux dans un Balrog au premier film, je comprends qu'ensuite. Voilà. Non, mais attends. Ils ont claqué le budget effets spéciaux du premier film dans un Balrog. Ensuite, ils ont claqué les effets spéciaux ils ont claqué le reste des effets spéciaux dans un gigantesque œil de feu. Au début des années 2000, oui, je veux dire, ça a mieux vieilli en termes d'effets spéciaux que les 2 premiers films de la prélogie Star Wars. Non mais t'as fini de tirer sur Star Wars, on parle de Seigneur des Anneaux. Non mais reconnais que les effets spéciaux des 2 premiers films de la prélogie ne vieillissent pas très bien. Oui, mais ça a son charme. Et on n'est pas là pour parler. Alors que La Revanche des Sith, franchement, en termes d'effets spéciaux, là, désolé, c'est irréprochable. Oui, là, il n'y a rien à redire. Et on est près de 20 ans après la sortie du film. Oui, donc quand même, c'est que ça montre une certaine prouesse. Voilà. Mais... D'ailleurs, je viens de me rendre compte que Seigneur des Anneaux, ça a plus de 20 ans maintenant. Vache! Bah oui, parce que c'est sorti en 2003. 2001, 2, 3. Oui, on va voir que c'est simple. Donc oui, tous les films ont plus de 20 ans. Voilà, et le Hobbit, c'est sorti en 2012, 13, 14. Ouais, donc ça a plus de 10 ans pour tous. Voilà. Oh la vache, putain, ça nous coup de vieux. Ah bah surtout pour toi. Toi aussi, tu commences à compter en décennies, camarade. Moins que toi quand même. Mais, alors, du coup, le Hobbit. Le Hobbit. Pour toi, quels sont les points positifs du Hobbit? Point positif du Hobbit, très beau spectacle, la bande son passe très bien, les acteurs sont tous très bons, l'histoire se suit de bout en bout. Voilà, voilà, honnêtement, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de bons points. Alors, peut-être le rajeunissement de certains acteurs qui est un poil flippant. Je pense entre autres au gommage quasi complet des rides de Christopher Lee pour essayer de faire paraître Saruman moins vieux. Faut ce qu'il faut. Voilà. Dans le premier film du Hobbit, la version longue s'impose pas des masses. Dans le deuxième film, elle est nécessaire. Dans le troisième film, elle rajoute juste des scènes de bataille en plus. C'est pour le fanservice, le troisième. Voilà. Il y a vraiment en fait, le troisième film nous a offert ce qu'on n'a pas eu dans Shogun. Bordel.
Ah, et truc un peu frustrant, c'est la façon dont ils arrêtent le deuxième film sur un cliffhanger. Oui. Tu sais, quand le dragon il s'envole et qu'il dit Je suis la mort. Et là, oh putain, on a fait quoi? À suivre. J'étais là. Mais non! Mais non! On dirait vraiment. Le pire, c'est que c'est. On dit... Ça, d'habitude, c'est dans des séries que tu vois ça, c'est dans le à suivre. Mais le problème, c'est que non. J'étais là. Quitte à foutre un cliffhanger, buter le dragon, et ensuite, la bataille des 5 armées pour le troisième film. Oui, d'accord. Ah là là. Voilà. Ce moment, il est magique quand même. Bon, du coup, les points négatifs, j'allais te poser la question après, mais tu m'as pré-shot, donc si tu as encore des points négatifs qui te viennent en tête. Point négatif peut-être, c'est que effectivement le côté bataille des 5 armées est un peu, c'est un peu bataille des 3 armées plus les figurants à la fin quand vous regardez pas la version longue. Écoute, hein, faut se... Ah, bon. Quand on n'a rien à dire, voilà, ça fait voilà. Voilà. Bon, alors, ensuite, on va quand même un peu parler de la série Ring of Power. Ouais, bien sûr. Alors, ça fait aussi un peu partie du lore hein, maintenant, malheureusement. Pour la saison 1. J'ai compris, la saison 2, elle est bien. Donc, Ring of Power, ça adapte donc la création des anneaux. Et tu as dit que tu allais nous parler un petit peu plus tôt des anneaux. Est-ce que ça serait pas le bon moment? Oui. Eh ben voilà. Bon, vas-y, je t'écoute. C'est bon. Donc, raconte-nous un petit peu toute cette histoire, toute cette magie, toutes ces petites anecdotes autour de ces fameux anneaux. Alors, les anneaux de pouvoir, il y en a 20 en tout. Dans le lore de Tolkien, il y en a 20 en tout, qui ont été forgés dans l'ordre suivant, les anneaux des hommes, les anneaux des nains, les anneaux des elfes et l'anneau unique. Et c'était des pièges de Sauron pour couillonner toute la terre du milieu et essayer de la dominer par la force. Alors, du coup, qu'en a fait Amazon? N'importe quoi. Ça a le mérite d'être honnête. Alors, à la limite, je suis pas un enragé de la chronologie de Tolkien. Si on commence par les anneaux des elfes, pour moi, c'est pas la mort du petit cheval. Oui. Ouais, moi, je suis un fan de Tolkien assez souple, hein, parce que certains de mes confrères sont beaucoup plus enragés que moi. Alors, je pense notamment sur TikTok. Ouais, un certain. Alors, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est pas un mauvais. Il est pas mauvais dans ses analyses. J'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment sur le plan historique, mais des fois, Voilà. sur tout ce qui concerne Tolkien, c'est un petit peu un radical. Hein. Il est à la limite de la tête à baffe, des fois. Hein. Donc, pour toi, ils ont fait n'importe quoi, là, la série sur. Ah, mais ils ont objectivement fait n'importe quoi parce qu'effectivement, Tolkien n'a pas écrit les choses comme ça. Mais après, au bout d'un moment, ça n'appartient pratiquement plus à la famille Tolkien, l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Donc, je comprends aussi, sans pourtant approuver, que Amazon ait fait un peu à leur sauce. Et donc, je passe évidemment sur les quotas ethniques chez les hobbits, les nains et les elfes. Parce qu'en plus, dans un univers d'heroic fantasy, je suis désolé, comment tu le justifies? C'est compliqué. À moins que tu crées des terres où les quotas ethniques en question existent, il y a un moment, ça fait vraiment popper là. Et dis-toi que ça va être pareil dans Donjons et Dragons maintenant. Et donc, bon, je passe évidemment là-dessus parce que c'est pas ça qui fait la qualité de la série, parce qu'en plus les acteurs sont plutôt bons. Oui. Non, c'est que alors, bon, évidemment, la première saison, tu sens vraiment, bon, Amazon n'avait pas autant de droits qu'ils en ont eu par la suite, mais qui
qui savent pas où ils vont, que tu as un épisode qui dit un truc, puis un épisode qui dit autre chose, il y a un semblant de fil rouge à savoir il est où, Sauron, c'est qui, Sauron, c'est quel, Sauron, c'est machin, c'est bidule, et à la fin, la révélation, c'est what the fuck. On va dire que je pense qu'il se tâtonnait pour chercher un petit peu le filon qui allait plaire aux spectateurs, je pense. Voilà. C'est ça qui Et se donc, fait. voilà. Et donc, ils finissent la première saison sur les 3 anneaux des elfes. OK. Alors, du coup, la saison 2, c'est pratiquement un redémarrage de la série. C'est quasiment un redémarrage de la série, puisque, bon, alors dans la saison 1, Galadriel est vraiment insupportable, moi je vous le dis. Et pourtant, c'est un de mes personnages préférés de la licence Seigneur des Anneaux Hobbit. Notamment parce que dans ces deux trilogies de films, elle est vraiment un modèle de sagesse et de puissance. Là, elle est à la limite. Tu vois, elle est vraiment à 9 sur 10 sur l'échelle de l'insupportabilité de Rey Skywalker. Ah oui, quand même. Dans la saison 1, dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, je ne supporte pas Galadriel, je te dis, elle est vraiment à 9 sur 10 sur l'échelle de Rey Skywalker en termes d'insupportabilité. Alors pourtant, déjà, Rey, elle est pas mal. Mais putain. On n'est pas loin derrière, on est vraiment très loin derrière. Et d'une part, et puis bon, la révélation de Sauron comme elle était à la fin de la saison 1 était effectivement frustrante, mais d'un autre côté, j'en ai un peu fait abstraction parce que je me suis dit, ils trouveront bien le moyen de nous l'expliquer dans la saison 2. S'il n'y a pas une explication satisfaisante, j'arrête. Bon, alors j'en conclus qu'il y a une explication satisfaisante. Oui, parce que cette fois-ci, ils ont vraiment eu plus de liberté en termes d'exploration du lore et de voilà. Bon, évidemment, la chronologie des anneaux est toujours pas respectée, mais ça, à la limite, c'est pas un souci. Visiblement, c'est pas un souci et j'encourage effectivement qu'il y ait une saison 3, une saison 4, une saison 5, si vraiment cette fois-ci ils prennent le temps de faire un récit qui n'est pas bâclé. Faute de grive, on mange des merdes, donc on aura ça comme histoire sur les anneaux de pouvoir. Et bien évidemment, je me ferai mon petit scénario comme Onius les connaît. Punaise, quand on est réduit à ça, ça me fait pitié quand même. Putain. Ouais, la saison 2 est vraiment très bonne. Ouais, mais quand on est à dire une saison 4, une saison 5, 6, 7, ok, mais bon, c'est pas. Non, ça ira pas au-delà de 5 saisons. Alors, déjà, ça ira pas au-delà de 5 saisons. Ça ira pas au-delà de 5 saisons. Et puis, de toute façon, il y a tout un lore de guerre et de trucs comme ça à raconter. Oui, c'est évident. Un truc que je demanderais à Amazon, arrêtez de nous troller avec vos personnages qui sont, paraît-il, pas du fan service, mais qui en sont et que vous assumez pas. Est-ce que tu parlerais de l'apparition d'un certain mage gris? Non, attends. Saison 1, il y a un vieux pouilleux habillé en haillons gris qui se crache du ciel pour atterrir en terre des hobbits. On nous dit c'est pas Gandalf. Saison 2, c'est Gandalf. Dans la saison 2, il y a un magicien habillé tout en blanc qui est joué par celui qui joue le chef des Sauvageons dans Game of Thrones. Ah! Tu sais, le chef des Sauvageons qui se fait cramer. Oui, je sais, merci, je m'en souviens. Voilà, qui, grimé avec une fausse barbe, une perruque, ressemble quand même vachement à Christopher Lee jeune. Il est habillé en blanc, il est inflexible, hautain, condescendant, et il a un bâton en métal noir, et on ose nous dire c'est pas Saruman. Oh, t'inquiète pas, dans la saison 3, ils vont dire c'est Saruman. La saison 3, oh mon Dieu, c'est Saruman. Pom, 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 pom. Non, tu crois? C'est quoi ton indice? Parti je dis, il a une grosse voix, il ressemble à Christopher Lee jeune, et puis il a tout d'un Saruman qui n'a pas encore viré méchant, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Donc, pour toi, quelle est la personne qui fournit la meilleure performance d'acting dans la série? Il y en a une. Honnêtement, à partir de la saison 2, c'est celle qui joue Galadriel. Okay. Honnêtement. Ah, elle s'est découvert un talent entre-temps. Ah, mais dans la saison 1, elle est à l'échelle 9 sur 10 sur l'insupportabilité de Rey Skywalker. Là, elle s'est quand même vachement assagie. On est plus proche de la Galadriel des bouquins. Voilà.
oui, maintenant, j'apprécie Galadriel dans cette série. Voilà, sachant que, bon, il faut que je me rappelle faut que j'oublie qu'elle était insupportable dans la saison 1, quoi, c'est tout. Voilà, mais sinon, dans la saison 2, celui qui a le meilleur acting, c'est celui qui joue Sauron, incontestablement. Ah oui? Oui. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu as du coup des points négatifs pour cette saison 2? Point négatif pour cette saison 2, quelques lenteurs par-ci par-là. Quelques lenteurs par-ci par-là. Encore la sensation que des fois, ils ont. Que leur scénario avec les anneaux des elfes, ils ne le maîtrisent pas encore complètement. Parce qu'il y a vraiment une course aux anneaux qui est déjà commencée, qui, je trouve, va un peu trop vite. D'accord. Mais On tu veux dire regarde parce que la saison 1, donc, il y a les 3 anneaux des elfes. Est-ce que ça veut dire que dans la saison 2, tu as les anneaux des nains et les anneaux des humains ou des trucs comme ça qui sont Alors, forgés? tu as les anneaux des nains qui sont déjà prêts. Et Ok. on n'a pas encore eu le temps de voir la totalité de l'influence néfaste qu'ont les anneaux des elfes sur les elfes. Voilà, je trouve. Voilà. Et les anneaux des nains sont déjà prêts. Ils commencent déjà à corrompre les nains, qui seront clairement au cœur de la saison prochaine. Et il est déjà en train de. Et les anneaux des hommes sont déjà prêts aussi. Ah oui, À être donc il a passé distribués. la seconde. Il a passé Il la a. seconde. Là. Voilà, c'est qu'ils ont tellement voulu. En fait, ils ont pris l'extrême inverse de la saison 1. La saison 1 allait à la fois trop lentement sans savoir où ils allaient. Là, ils savent tellement où ils vont que des fois, ils vont un poil trop vite. Voilà. Ok. Donc ils ont fait l'extrême inverse de la saison 1. Ok. Et malgré ça, tu trouves qu'il y a quelques lenteurs quand même? Oui, il y a vraiment quelques petites lenteurs par-ci par-là, notamment, je trouve, avec le scénario du mage gris, avec le scénario du mage blanc, entre autres, qui, je trouve, ralentit un peu le récit plus qu'autre chose pour créer cette illusion, une fois de plus, d'un personnage on sait que ça va être du fan service, mais que les développeurs disent que ça n'en est pas, et qu'on va apprendre à la saison 3 que putain, c'était Saruman depuis le début. Je ne suis vachement pas étonné. Ok. Bon, on va en terminer là avec tout ce qui est, on va dire, version télévisée. Parle-nous un petit peu des livres. Mais d'ailleurs, avant de nous parler des livres, est-ce que tu pourrais placer pour les auditeurs, les auditrices, qui est Tolkien? Alors, John Ronald Reuel Tolkien est le fils d'un vétéran des guerres coloniales d'Afrique du Sud. Mmh. Il a lui-même servi dans le cadre. Il a lui-même vécu quelques conflits, entre autres la Première Guerre mondiale, qui a été le moment où il a commencé à développer son lore. D'accord. Tolkien, c'est un homme de lettres, un linguiste très exactement. Donc c'est un spécialiste de la science des langues et en particulier des langues saxonnes, des langues saxonnes, scandinaves et angles. Bah, ce qu'on peut d'ailleurs retrouver un petit peu dans les langages utilisés par. Oui, que ce soit les elfes qui parlent vraiment d'une espèce de vieux norvégien ancestral, les orques qui parlent des vieux patois saxons, germaniques ou ce que tu veux, les nains qui parlent eux aussi quand ils parlent leur langue à eux, le nanien comme on dit, pareil, ça ressemble pas mal à du germain. Voilà, et puis sinon, il y a aussi pas mal puis sinon, bah, c'est la langue commune, comme ils disent, et c'est la langue anglaise pour les Anglais, français pour les Français, allemand pour les Allemands. Oui. Donc Tolkien, c'est un linguiste et en même temps un passionné d'histoire. D'accord. Un passionné d'histoire et qui est vraiment un personnage très complexe. C'est-à-dire qu'il est né dans l'Angleterre industrielle de Birmingham, alors que l'odeur, la vision de ces cités industrielles, de ces usines et de la vapeur qui en ressort l'a toujours écœuré. D'accord. C'est un écologiste convaincu. Oui, bah, ça, on avait pu remarquer. Alors, c'est à la fois un écologiste convaincu, un amoureux de la nature, au sens premier du terme, c'est vraiment quelqu'un qui voit la nature comme étant à la fois quelque chose de très scientifique, de très métaphysique, de très poétique et de très philosophique à la fois.
Hein, c'est pas un obsédé du culte de la salade. C'est également quelqu'un qui est assez réactionnaire dans ses opinions. D'accord. Voilà, qui croit un peu à une espèce de despotisme éclairé. Il n'avait pas vraiment de réflexion politique, Tolkien, mais c'était quelqu'un qui croyait à une espèce de despotisme éclairé, électif. Enfin bref, ses réflexions sur la politique sont assez en désordre. Voilà. Et donc Tolkien, c'est un traumatisé de la Première Guerre mondiale. Et ces traumatismes de la Première Guerre mondiale, bien qu'ils prétendent que ça ne l'ait pas influencé, ont énormément contribué à écrire son univers, sa Terre du Milieu, qui fait appel à pratiquement tous les clichés ethniques de ce à quoi il a été biberonné, c'est-à-dire vraiment le colonialisme victorien. Je ne fais de procès à personne, je dis juste les choses telles qu'elles sont. Oui, et Tolkien donc, a écrit tout un univers. Alors, d'une saga pour enfants, il s'est mis à développer vraiment tout un univers qui a été approprié par un public plus adulte. Voilà, il a écrit Le Hobbit, qui est typiquement le conte de fées, qui est typiquement un conte de fées. Oui. Voilà, avec vraiment tous les codes du conte de fées. Ensuite, il a écrit Le Seigneur des Anneaux, qui se veut plus dans la chanson de gestes chevaleresques et le récit tragique shakespearien. Ok. Donc, merci déjà pour cette petite mise en place pour nos auditeurs et nos auditrices de qui est George Tolkien. Mais alors, John. Oui, John. Oui, ça va, c'est pas bien loin. Mais du coup, quelles sont les choses qui diffèrent par rapport au film dans les livres, un petit peu, tu vois? Donne-nous quelques traces. Déjà, les films veulent vraiment donner un récit chronologique. Et c'est vraiment l'essentiel. Et pour cela, Peter Jackson a dû vraiment aller à l'essentiel, même avec la version longue. Voilà, a dû vraiment aller à l'essentiel pour essayer de faire un récit chronologique qui se suit, avec des péripéties qui s'enchaînent, avec un début, une fin, un début, une fin. Alors que Tolkien, alors effectivement, il y a une chronologie dans son récit, mais chaque tome du Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau, les Deux Tours, le Retour du Roi, en fait, sont composés ainsi. Chaque volume est divisé en livres, divisé en chapitres. Et dans chaque livre, les chapitres sont en fait des événements simultanés. Et une fois que tu as fini cette succession d'événements simultanés, tu passes au livre suivant, tu finis tu passes au livre suivant, jusqu'à que tu aies fini chacun des tomes. D'où le fait que c'est une lecture laborieuse pour les enfants. D'accord, ok. Voilà, et en plus, les livres, les deux premiers tomes, se finissent mal, et le troisième se finit en doux amer, alors que les trois films ont une fin douce amère. C'est-à-dire que à la fin du premier film, Boromir est mort, mais on suit l'espoir avec Frodon et Sam qui vont à l'aventure. Le deuxième livre, c'est une fin qui est également douce amère, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, ça finit en situation un peu moins désespérée, mais la fin présage déjà, le côté plus sombre que va avoir le dernier film. Voilà. Alors que par exemple, dans les livres, la Communauté de l'Anneau se finit sur la mort de Boromir. Ok. Donc, pas la fin joyeuse. Non, pas vraiment. Le deuxième tome se finit sur Frodon qui se fait piquer par l'araignée géante. Bonne ambiance. C'est ce qu'on appelle en langage narratif le All is Lost. Oui. Je pense que ça veut tout dire. Oui. Et le troisième tome se finit sur cette fin douce amère. D'accord. Où donc Frodon s'en va et Sam revient chez lui en disant « Je suis de retour à la maison ». D'accord. Ok.
Donc ça fait quand même des différences qui sont quand même assez notoires par rapport au film. Ah, mais le ton des livres est beaucoup plus sombre, Oui, beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, alors que les films s'adressent à un public plus fin d'enfant, début d'adolescence. oui, pour toucher le plus de personnes, on va dire, Pour toucher le de public le plus personnes. large possible. C'est vrai que Exactement. bon, les enfants, ils s'attachent, les enfants, quand ils sont gamins, ils s'attachent à la figure de Frodon, par exemple, que j'ai jamais pu supporter. Euh, Oui, moi non ils plus. s'attachent à la figure de Frodon. Alors qu'un film qui se finit sur Frodon qui se fait piquer par une grosse araignée et qui potentiellement n'y survit pas, Oui, euh, je comprends que les enfants, ils n'aient pas envie de voir ça, tu vois. oui, là pour le coup, c'est un poil négatif. C'est pas Voilà. trop leur délire. D'accord. Ensuite, Mais ensuite, les différences plus anecdotiques, par exemple, la mort de Saruman. Alors, c'est plus logique de faire mourir Saruman au début de la conclusion de la saga plutôt que de le faire mourir en dernier. Je trouve que ça enlève le oui, côté épique. Parce que oui, dans oui, Le Seigneur des Anneaux, donc, dans les films, Saruman meurt au oui, début du Retour du Roi, pour ceux qui ont vu la version longue, et Sauron meurt à la fin du film. C'est la conclusion, c'est le méchant oui, suprême, l'anneau est détruit, la Terre du Milieu est sauvée. Sauf que oui, la scène qu'on voit avec la tour où Saruman se fait briser son bâton, la scène où Saruman se fait oui. punir pour sa trahison et la scène où il meurt sont deux scènes différentes dans les livres. À la fin des deux D'accord. tours, Gandalf se rend en Isengard, il punit Saruman en lui disant « Votre bâton est brisé ». Le bâton de Saruman est brisé, Saruman se confine dans sa tour Oui, et Grima, langue de serpent, son petit valet, tente d'assommer Gandalf en lui jetant la pierre, c'est le palantir. Et donc, oui, Gandalf confisque le palantir et se barre avec. Et, oui, euh, et toute la partie où Gandalf part avec Pipin à Minas Tirith, elle est dans les deux tours. Là, oui, et Saruman meurt après Sauron dans les livres. Donc, oui. Sauron est mort, mais la guerre de l'anneau n'est pas finie. Il y a encore plein de petites batailles, plein d'escarmouches, de trucs comme ça. Et quand D'accord. Frodon rentre en comté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son village a été transformé en usine de production de métaux, d'armes et de rocailles, dirigée par un Ah, certain Charcoux. Et le fameux Charcoux, c'est qui? C'est une espèce de vieux clodo qui est en haillons blancs délavés, avec une canne, et c'est Saruman avec son locteux de service, Grima langue de serpent. Et à la fin, Grima, qu'on a marre de se faire réprimer par ce vieux comte Saruman, prend un couteau, lui tranche la gorge. ah, ok, ok. Voilà. Mais voilà, la fin du Retour du Roi, je trouve qu'elle traîne un peu en longueur dans les bouquins. Et Mhm. notamment, voilà, voilà toute cette partie avec Saruman, honnêtement, on s'en serait bien passé. Donc, Peter Jackson a très bien fait de rassembler les deux scènes en une et de régler son compte à Saruman comme ça. Oui, comme ça, hop, c'est réglé, finito pipo. Euh, d'accord. Alors, donc, Le Seigneur des Anneaux, pour toi, c'est l'une de tes sagas préférées, si ce n'est ta saga préférée, mais pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu aimes tant qu'est-ce qui te rapproche tant de cette œuvre? Euh, J'aime beaucoup cette douceur tragique. Mhm. C'est vraiment une tragédie douce, Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que vraiment, tu sens à chaque instant, à chaque scène qui passe, que les personnages qui sont là, ils sont un peu dans une sorte de... dans la fin d'un monde, la fin d'une ère. Euh, Tu vois, c'est quand on entend à plusieurs reprises que le temps des elfes est révolu, qu'ils sont en train de quitter la Terre du Milieu, quand tu écoutes Sylve Barbe raconter l'histoire de la forêt, quand tu écoutes, quand tu as Gandalf, qui est vraiment cet archétype de magicien merveilleux, qui est autre chose que Merlin l'Enchanteur qui danse sur son tabouret en chantant ses chansons magiques, ses incantations magiques à la mort moineux. Moi, Voilà. pas trop de ce mec-là, parce que récemment, j'ai entendu une version dérivée de sa chanson, je ne sais pas si tu l'as entendu, à particulier, donc du coup, ça me fait penser à ça à chaque fois. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, Tu mais vois, voilà, tu as Gandalf qui est vraiment cet archétype de magicien épéiste merveilleux qui, voilà, qui en plus, alors que tout le monde croit qu'il est mort, ressuscite et en plus prend 10 000 points de level pour du jeu de rôle.
Hein, voilà. Non, mais c'est Le Seigneur des Anneaux, voilà, comme je l'ai dit, il y a cette. C'est à la fois un récit épique, parce que tu as vraiment des scènes de bataille avec gueule, Oui, et puis je te dis, cette douceur tragique qui est d'accord. lancinante et qui monte en intensité jusqu'à devenir le drame absolu au moment où. Qui monte en intensité au moment de la bataille de la Porte Noire et qui ensuite redescend comme si de rien n'était dans cette douceur tragique qui devient vraiment, qui devient vraiment douce amère à la fin du film et où tu ne peux pas t'empêcher de verser ta larmichette à la fin. Oui, Il y a c'est ça, une oui, nostalgie, dirait-on. voilà. Et puis je te dis, voilà, c'est vraiment. J'aime suivre cette structure de récit. C'est vraiment le Seigneur des Anneaux qui maîtrise le mieux ça, je veux dire. Et puis la puissance de jeu des acteurs que renvoient les acteurs encore aujourd'hui. Oui. Cette puissance de jeu qu'ont les acteurs qui est vraiment impressionnante. Et puis, oh là là, je suis désolé. C'est avec le Seigneur des Anneaux en plus que j'ai découvert Christopher Lee en VO. La première fois que j'ai regardé, c'est la première saga que j'ai regardé en VO sous-titré avec la voix de Christopher Lee, cette voix merveilleuse. Cette voix des sorties d'un endroit très sombre, d'une grotte ou Voilà. je ne sais quoi. Voilà. Des profundis, hein, des profondeurs de l'enfer. En gros, même le diable en a eu peur, donc ils l'ont renvoyé. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça c'est. Mais est-ce que tu penses que tu as une raison particulière de pourquoi ça résonne autant en toi? Si tu devais faire une sorte Honnête- d'introspection. Honnêtement, si je devais faire une introspection, alors évidemment, que je suis encore émerveillé à ce point-là par cette saga rendue à 25 ans, c'est qu'il y a une bonne raison. Déjà, c'est que l'enfant Oui. qui est en moi n'est pas prêt de se taire. Voilà, je le dis. D'une part. Et puis parce que Le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à découvrir ça aussi à des moments où mon enfance n'a pas été la plus heureuse a commencé à devenir un peu tristoun. Donc ça a été un moment d'évasion et ça continue à être vraiment mon moment d'évasion privilégié aujourd'hui avec tout ce que j'ai traversé donc la connaissance, mon cher Olivier. D'une part, et puis tout simplement, je pense qu'en fait, il y a aussi une part d'habitude. Oui. Il y a aussi une part d'habitude, et puis surtout parce que, comme je te dis, et puis il y a aussi une part de satisfaction personnelle parce que moi, je maîtrisais déjà une bonne partie du lore de Tolkien avant d'avoir atteint mes 15 ans. Ah oui. Voilà, et puis, C'est quelque chose. ouais. Non, mais vraiment, voilà, c'est vraiment mon univers de passion. Quoi. D'accord. Honnêtement, c'est encore très confus dans mon esprit pourquoi j'aime autant. Ok. Bon, non, mais pas de souci. Une autre petite question qui n'en est peut-être pas une, mais on sait que Tolkien, c'est la personne qui a influencé tous les auteurs d'Heroic Fantasy. Euh, mais qu'est-ce qui a fait pour toi qu'il a autant influencé ce genre littéraire? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a autant influencé? Honnêtement, je me pose encore la question pour savoir à quel point ça peut avoir une Ah, influence aujourd'hui. J'ai des bribes d'explication, peut-être. eh bien. C'est Pourrais-tu que, nous bon, les développer? déjà, Tolkien, comme je l'ai dit, était vraiment un grand professeur de lettres, Mhm. qui maîtrisait, comme personne ne maîtrisait, les mythologies européennes et l'histoire. Oui. Il est le premier auteur à prendre tout ce qui relève à la fois du conte de fées et de la geste chevaleresque pour en Oui. faire un récit quasi historique. Oui. Voilà, je Oui, vais vous donner un, il y a une je vais vous certaine donner je précision. vais vous donner un. Oui, Oui. Il y a une certaine précision qu'on peut retrouver dans nos écrits historiques et dont on n'a peut-être pas l'habitude dans tout, à part dans certaines œuvres, mais dans le genre médiéval fantasy, voilà. Je vais vous donner un fantastique. exemple. Je vais vous lire
Je vais vous lire quelques annotations que Tolkien a laissées. Alors, attention, c'est l'instant lecture. C'est à toi. Attention, où est-ce que je peux choper? Ah oui. En l'an 2953, c'est la dernière réunion. Dernière réunion du Conseil blanc. La question des anneaux est débattue. Saruman feint d'avoir découvert que l'anneau unique a descendu l'Anduin jusqu'à la mer. Saruman se retranche en Isengard. Il se l'approprie et le fortifie. Jaloux de Gandalf et le redoutant, il le fait surveiller par des espions et remarque alors son intérêt pour le comté. Pas le fromage, hein, la terre des hobbits. Il dispose bientôt d'agents. Il dispose bientôt d'agents à Brie et dans le quartier sud. De 1954, le Mont d'Estaing entre en éruption. Les derniers habitants de l'Ithilien fuient au-delà de l'Anduin. Et voilà, c'est toute une partie. Et ça, c'est quelques petits exemples d'annotations que Tolkien laisse à la fin de ses bouquins. Voilà. Et donc, Peter Jackson s'est inspiré pour écrire sa trilogie du Hobbit. Voilà, c'est vraiment cette précision, ce récit quasi anhistorique, parce que c'est construit comme un récit historique, mais on sait que ce n'est pas l'histoire, parce que c'est de la fiction. Oui. C'est vraiment impressionnant de précision. Et je pense que celui qui a le mieux compris l'esprit de Tolkien, sa pensée, sa plume, n'est autre qu'un autre RR, mais G cette fois, à savoir Martin, auteur de Game of Thrones. Et d'ailleurs, tu l'avais toi-même reconnu, mon cher Olius, lorsque je t'ai interviewé. Mais l'influence de Tolkien sur Martin, c'est indéniable. Hein. Ce sont deux univers qui sont souvent comparés, et je trouve à raison, puisque ce sont deux univers comparables, avec, dont un a clairement été inspiré par l'autre. Oui, et d'ailleurs, même si George R. R. Martin a plus insisté sur le côté politique, sur le côté politique de la chose, et quelque part, c'est pour ça que moi je n'aime pas qu'on mette en concurrence Tolkien et Martin, sachant que l'un est pratique. Quoi ? Ils n'ont pas la même vision, alors, on va dire là-dessus. Comme je viens de l'expliquer, si, ils ont quasiment la même vision, puisque Tolkien, comme je l'ai dit, la façon dont ces bouquins sont beaucoup plus sombres et violents que les films du Seigneur des Anneaux. Oui. D'une part, et d'autre part, surtout, comme je l'ai dit, le premier tome de la saga du Seigneur des Anneaux se finit mal, le deuxième tome se finit mal, et le troisième se finit pas trop mal. Donc, voilà. Donc, c'est pas béni oui pour les petits-enfants. Non. On pourrait presque dire, en fait, que si George R. R. Martin avait vécu plus vieux, il aurait été l'élève de Tolkien. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Parce que, finalement, beaucoup d'auteurs d'Heroic Fantasy ont fait du Tolkien. Est-ce que tu penses à un certain univers avec une armoire ? Alors, il n'y a pas que ça. Alors, évidemment, il y a C.S. Lewis qui a fait vraiment du Tolkien version petite section maternelle. En fait, c'est simple, c'est le conte du Hobbit. Hein. Elle est juste restée là-dessus. C'est le conte du Hobbit en encore plus enfantin. Voilà. Parce qu'en plus, je suis désolé, dans le Hobbit, il y a quelques héros qui meurent. En Narnia, les héros, ils finissent toujours l'histoire vivant. Oui. Il y a Narnia, mais surtout, il y a Harry Potter, il y a toutes les sagas adaptant les diverses mythologies, version lycée version ado, donc toutes les sagas de Rick Riordan, Percy Jackson, Magnus Chase et autres. Oui. Voilà. Tous ont essayé de faire du Tolkien, du moins de ce qu'ils en comprenaient, ou essayer de cibler un autre public que celui que ciblait Tolkien, alors que Tolkien ciblait les enfants, les ados et les jeunes adultes de son temps. C'est juste que voilà, le niveau de culture, de vocabulaire est plus le même. Voilà, c'est tout. Oui. Mais voilà, mais celui qui a le mieux compris Tolkien, c'est George R. R. Martin. D'accord. Okay. Mais pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il a le mieux compris Tolkien ? Déjà parce qu'il a beaucoup plus repris la structure des romans. Mm-hmm. Parce que mettons que on est d'accord que jusqu'à la saison 4, c'est un volume de Game of Thrones à chaque fois. Oui.
On est d'accord. Oui. Eh ben, la saison 1 finit mal, la saison 2 finit pas trop mal, enfin, finit pas trop bien, si je me souviens bien. Oui, non, elle finit pas trop bien. Voilà. La saison 3, je me rappelle plus de la fin. Je crois qu'elle finit mal aussi. Voilà. Et la saison 4, c'est celle qui se finit le moins mal parce que Geoffrey Lannister meurt à la fin. Mais bon, Tyrion en prison, quoi. Oui, donc c'est en Voilà. demi-teinte. Donc déjà, le côté un peu désespéré, de la situation, George R. R. Martin a repris. Oui. Ne pas se priver de tuer les personnages auxquels le public est attaché. Pareil. Je veux dire, je me suis attaché à beaucoup de personnages dans Game of Thrones. Hein. Je te rappelle qu'il y en a plus beaucoup qui sont vivants. Hein. Ah bah, tu les Hein, comptes sur les doigts d'une. mes personnages préférés aujourd'hui, dans ceux qui finissent la série vivant, Tyrion, Brienne. Voilà. D'accord. Et Tyrion, Brienne. Voilà. ça fait pas beaucoup. Voilà, je veux dire, voilà. Tuer des personnages auxquels tu t'attaches. Tolkien s'en privait pas. Entre autres Gandalf. Entre autres Oui. Gandalf. Gandalf et Martin, ben, bon, on compte Ned Stark, Ned Stark, Catelyn Stark, Robb Stark. Enfin, Robb Stark. Non, mais qui aime Robb Stark? Désolé. moi, au début, quand j'ai commencé la série, je l'aimais bien. Et enfin bref, voilà. Ensuite, autre preuve pour moi que George R. R. Martin a mieux compris Tolkien que la plupart des personnages des autres auteurs, c'est que ceux qui deviennent rois sont pas ceux qui aspirent le plus à monter sur le trône. C'est vrai. Voilà, par exemple, ceux qui se découvrent une vocation de gouverneur finissent très mal. Chez Tolkien, chez Tolkien comme chez George R. R. Martin, c'est souvent le cas. Et ceux qui, à l'inverse, sont pas spécialement intéressés par l'exercice du pouvoir, mais c'est ce qui fait d'eux des très bons leaders, en gros, si on avait accepté que Jon Snow monte sur le trône de fer à la fin de l'histoire, quoi, tu vois. Voilà. Par exemple, quand il devient roi du Nord, il le voulait un petit peu, le poste. Oui. Et ça se finit pas très bien pour lui. Non. Et c'est quand il ne convoite plus le pouvoir qu'il en est le plus digne. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est très vrai. Et, oui. Et justement, ce qui fait d'Aragorn un bon roi, c'est qu'il ne convoite pas le trône. À l'inverse de Oui. Thorin et Cutchen dans le Hobbit, qui lui veut à tout prix reprendre le trésor, le trône, machin, et qui devient complètement taré. Oui, c'est vrai. À ton avis, qu'est-ce qui fait que Le Seigneur des Anneaux, bah, ça reste toujours on va dire un intemporel? C'est encore aujourd'hui Alors, pour moi, je pense que dans une vingtaine d'années, Harry Potter sera passé à la ringardise. Ça, je suis d'accord. Fais toutes les séries HBO que tu veux, et vu ce qu'ils préparent pour les séries HBO, je m'apprête à péter un câble. Moi aussi. Je pense que les diverses polémiques et le bordel qui se prépare avec la série HBO va faire passer Harry Potter à l'échelle ringarde, Oui. alors que Le Seigneur des Anneaux a conservé sa pureté d'œuvre cinématographique et littéraire. Oui. Voilà. Il n'y a pas eu La de patte, compromission. voilà. Peter Jackson, en plus, le développement de cette saga du Seigneur des Anneaux au cinéma est déjà en soi un récit épique, pratiquement un combat épique. Peter Jackson, quand il lance Le Seigneur des Anneaux, personne ne veut le suivre. Personne ne veut le suivre parce que, bon, je rappelle la taille du pavé, 3 livres séparés. Ça, c'est l'ensemble de 3 livres rassemblés en un seul. Voilà. Hein, là, vous avez un petit code civil. Hein. Et personne ne veut suivre Peter Jackson là-dedans. Et il fait appel à la seule maison de production qui accepte de lui lâcher la thune. Il fait appel à la boîte Miramax, qui est tenue par l'enculé des enculés, Harvey Weinstein.
Oui. Weinstein, qui veut se faire du pognon facile sur le dos d'une licence littéraire rentable, commence déjà par dire à Peter Jackson, bon, d'accord pour tes 3 films. Oui. Et puis ensuite, il se dit, faut qu'on fasse du fric vite, donc tu réduiras à 2 films. Oui. Et ensuite, il lui dit, en fait, on veut un film de 2 heures. Ça se réduit à chaque fois. Harvey, sinistre merde, un film de 2 heures, tout ça. Oui, alors après, à mon avis, il en avait rien à carrer. Et il l'a même pas lu, le truc. En gros, tu faisais le scénario, tu faisais Seigneur des Anneaux version Harvey Weinstein. Pas de vous ne passerez pas. Pas de bataille épique au gouffre de Helm. Pas de Sauron qui explose à la fin. Pas grand-chose, hein, au final. Pas grand-chose. Hein. Et en plus de ça, Peter Jackson subissait des pressions de la part des frères Weinstein pour ne pas prendre certaines actrices. Ah, oui, bah oui. Oui. Voilà. Hein. En gros, Peter, ne prends pas cette actrice-là. Pourquoi? Parce que quand tu lui proposes de passer sous le bureau, elle dit non. Eh ben oui. Voilà. Et donc, Peter Jackson a dit, bah, tu sais quoi, Harvey, va te faire foutre. Exactement. Et il a eu raison. Et Weinstein lui met un dernier coup de pression. Il lui dit, je te laisse 1 mois pour changer de producteur. Sinon, je te remplace par Quentin Tarantino. Oh. En 2 semaines, Peter Jackson arrive à convaincre New Line Cinema qu'il faut le suivre dans le projet. Et tu sais comment il arrive à les convaincre? Non. Il leur dit, si vous me suivez, on peut baiser Weinstein. Ah, effectivement. Là, tout de suite, ça donne envie. Mais malheureusement, le passage des frères Weinstein ayant suffisamment été ancrés dans le processus de production, ils sont crédités alors qu'ils n'ont techniquement pas fait grand-chose. Oui. Est-ce qu'ils ont Voilà. ramassé de l'argent au final? Ah bah, leur nom est crédité, ils ont amassé de la thune, oui. Ah bah oui, remarque, oui. Mais je serais presque tenté de dire, maintenant que le mec il a déjà été condamné, rembourse, connard. Bah oui. Rends l'argent. Allez, Harvey, rends l'argent. T'as pas mérité ce pognon, rends l'argent. Et c'est quelque chose quand même. D'accord. Donc, pour toi, c'est ça qui fait que cette œuvre sera plus intemporelle que par exemple, Harry Potter, qui soit dit en passant, je trouve que Harry Potter, c'est déjà ringard aujourd'hui. Alors, ça joue, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout simplement le fait que, sans avoir cherché à vraiment marquer l'histoire du cinéma, Le Seigneur des Anneaux reste la révolution cinématographique des années 2000. Oui. Parce que c'est la première fois qu'on expérimente à aussi grande échelle une saga d'heroic fantasy. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à George Lucas, mais quand il fait sa prélogie Star Wars, il fait juste une nouvelle trilogie Star Wars, avec plus d'effets spéciaux, certes. Mais c'est juste une trilogie Star Wars de plus. Bah, après, cette trilogie-là, c'est la trilogie de la rentabilité, j'ai envie de te dire. Et la trilogie de la rentabilité, mais ça reste une trilogie Star Wars de plus. Oui. Parce que à ce moment-là, la saga Star Wars, eh ben, c'était la trilogie originale. Oui. C'était ça la révolution Star Wars. C'était la trilogie originale. Et là, oui. Il a juste fait du Star Wars avec plus d'effets spéciaux. Alors que là, on faisait vraiment une saga d'heroic fantasy à grande échelle, à gros budget, pour grand public. Il y avait déjà eu des tentatives avant, avec notamment des adaptations de Donjons et Dragons. Ça n'avait pas bien marché. Ou même la version New Generation n'a pas mieux marché. Ah, mais une fois que le Seigneur. En fait, il y a un avant Seigneur des Anneaux, puis il y a un après Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que toute tentative de refaire des films à cette sauce-là, ça s'est cassé la gueule. En fait, quelque part, on peut dire que le Seigneur des Anneaux a eu comme effet ce que, du coup, Game of Thrones a eu comme effet sur les séries. Oui, et pareil, il y a un avant Game of Thrones, il y aura un après Game of Thrones. Et la preuve, c'est que toute tentative de refaire du Game of Thrones jusqu'à Shogun, ça n'a pas marché. Et Shogun, c'est pas tellement dans le même délire. C'est pas vraiment héroïque. En fait, c'est en ne cherchant pas à faire du Game of Thrones qu'ils ont mieux fait du Game of Thrones que ceux qui ont tenté de faire du Game of Thrones sur format Game of Thrones.
exactement. Et en fait, j'aurais presque envie de dire, est-ce que tout comme Tolkien, Martin aurait pas marqué l'audiovisuel? Je pense que les adaptations des œuvres de Martin marqueront pour quelques années encore l'audiovisuel, là où Le Seigneur des Anneaux a marqué le cinéma. Voilà. Et Et est-ce qu'on pourrait pas en terminer sur cette magnifique conclusion? alors, juste avant, dernière Oui, petite différence entre les films du Seigneur des Anneaux et les livres, c'est que oui, là où je pense que les films ont fait mieux que les livres, je le dis, oui. c'est que dans les livres, tu as des personnages qui sont incorruptibles au pouvoir de l'anneau. Oui, Alors que dans les films, il l'anneau y en a influence pratiquement tout le monde. oui. Mais Même Gandalf. effectivement, je conclurai sur ce truc. Euh, je pense que Harry Potter trépassera, Star Wars trépassera, Ah, oui, malheureusement, mais oui. Marvel et DC Comics, A pareil. trépassé. Ça a trépassé, on peut le dire. Si dans 50 ans, on doit retenir une révolution cinématographique des années 2000, on dira Le Seigneur des Anneaux et son descendant direct, Game of Thrones. Et voilà comment Tolkien a marqué de son empreinte le monde, que ce soit littéraire ou audiovisuel. C'était Gabi. Éolius. Tchuss. Et tchuss, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. In those silent shades of gray, I will find a place to escape the endless night, to find a new sound. I know it is my fate, bound to Ariel's old tale. I'll be always there, fighting the ancient sin. In this eternal night. In the misty lights of dawn, between heart and soul, Elga's calling for new hope to avoid our fall. I know it is my fate.